Il y a une force invisible qui est en train de façonner notre monde. C'est elle qui décide en quelque sorte qui va réussir et qui va rester sur le bord de la route. C'est une histoire qui se joue tous les jours, partout sur la planète. Et pour la comprendre, tout commence avec deux agriculteurs. Regardons d'un peu plus près. En Algérie, une agricultrice, avec une simple application météo, arrive à anticiper une sécheresse et à sauver ses récoltes. Pendant ce temps, en Inde, un autre agriculteur, lui, n'a qu'un vieil almanach. Il se fait surprendre par des pluies torrentielles et il perd tout. Le même travail, la même passion, mais des résultats aux antipodes. La raison, c'est cette fameuse force si invisible. Alors justement, il est temps de mettre un nom sur cette force. De quoi parle-t-on exactement? On l'appelle la fracture numérique. Mais attention, ce mot est un peu trompeur. Il ne s'agit pas juste d'une question de gadget ou de technologie. Non, c'est bien plus profond. C'est une question de dignité, d'opportunité, parfois même de survie. C'est ce gouffre qui sépare ceux qui peuvent participer au monde d'aujourd'hui de ceux qui en sont exclus. Et l'ampleur du problème est absolument vertigineuse. Selon l'Union internationale des télécommunications, on parle de près de 3 milliards de personnes. C'est le nombre de gens qui aujourd'hui sont encore complètement hors ligne. 3 milliards. C'est plus d'un tiers de l'humanité laissée pour compte à l'ère numérique. Et il ne faut pas croire que ça ne concerne que les pays en développement. Loin de là. Prenons les États-Unis. Là-bas, la fracture est directement liée aux revenus. C'est flagrant. 43% des adultes qui gagnent moins de 30 000 $ par an n'ont pas d'Internet à haut débit chez eux. Ce chiffre tombe à seulement 8% pour ceux qui gagnent plus de 75 000 $. Le fossé, il est là, partout. En fait, cette fracture, elle repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est l'accès. Parfois, il n'y a tout simplement pas de réseau, pas d'infrastructure. Le deuxième, c'est le coût. Même quand le service existe, il est souvent beaucoup trop cher. Et le troisième, ce sont les compétences. Avoir un ordinateur, c'est bien, mais si personne n'a appris à s'en servir, ça ne sert à rien. Et ces 3 barrières, ensemble, elles créent bien plus qu'un simple inconvénient. Elles creusent un véritable fossé d'opportunités avec des conséquences très, très concrètes. Pour bien comprendre, regardons le cas de la santé au Brésil. Dans une grande ville comme São Paulo, un patient peut voir un spécialiste à des centaines de kilomètres grâce à la télémédecine. C'est rapide, c'est efficace. Mais dans un village isolé en Amazonie, pour avoir accès à des soins de base, il faut parfois faire des jours et des jours de bateau. Là, la fracture numérique, ce n'est plus une abstraction, ça devient une question de vie ou de mort. Et cet impact, il se propage partout, comme un effet domino. On a des agriculteurs en Inde qui se font exploiter parce qu'ils n'ont pas accès au prix du marché en temps réel. On a des services incroyables comme le paiement mobile M-Pesa au Kenya, qui sort des gens de la pauvreté, mais uniquement ceux qui sont connectés. Et bien sûr, on a tous en tête la pandémie. Plus d'1 milliard d'élèves se sont retrouvés à dépendre d'un enseignement à distance auquel beaucoup n'avaient tout simplement pas accès. Bon, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Pourquoi ce fossé est-il si tenace, si difficile à combler? Les obstacles sont profonds, ils sont systémiques. D'abord, l'infrastructure, évidemment. Déployer la fibre optique dans des zones rurales, ça coûte une fortune. Donc les entreprises préfèrent se concentrer sur les villes, là où c'est rentable. Ensuite, il y a la politique. On voit de grandes ambitions, de superbes campagnes comme Digital India, mais elles se heurtent à la réalité du terrain comme des réseaux électriques qui ne suivent pas. Et enfin, il y a les barrières sociales et culturelles qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Un chiffre, à l'échelle mondiale, les femmes ont 15% de chances en moins d'utiliser l'Internet mobile. Mais il y a un autre obstacle, plus subtil, qu'on oublie souvent. C'est le manque de coordination. Quand chacun lance ses projets dans son coin sans vision d'ensemble, on se retrouve avec ce que les experts appellent une recette pour des investissements gaspillés, des efforts dupliqués et des vulnérabilités systémiques. En gros, on jette de l'argent par les fenêtres. Alors, face à tous ces défis, comment fait-on? Comment peut-on enfin construire ce pont numérique pour qu'il soit solide et qu'il profite à tout le monde? C'est la question. Parce que les bonnes intentions, ça ne suffit pas. Il faut une méthode, une vraie stratégie. Une approche qui a fait ses preuves, c'est le cadre P3M, portefeuille, programme et projet. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est très logique. Le portefeuille, c'est le pourquoi. On s'assure que chaque projet sert un but plus grand, un objectif national. Le programme, c'est le comment, tout ça s'emboîte. On coordonne les actions entre, disons, l'éducation, la santé, l'économie. Et enfin, le projet, c'est l'exécution. C'est là qu'on passe de la stratégie à l'action sur le terrain. Et c'est là qu'on arrive à un changement de perspective qui est absolument crucial. Quand un enfant ne peut pas suivre ses cours en ligne, ou qu'une famille est privée d'accès aux soins à distance, le problème, au fond, ce n'est pas un problème technique. C'est une injustice. C'est un échec de la justice sociale. Du coup, l'objectif final, ce n'est pas juste de connecter tout le monde à Internet.
c'est d'atteindre ce qu'on appelle la souveraineté numérique. C'est la capacité pour une nation de maîtriser son avenir digital, de bâtir des systèmes qui sont forts, résilients et qui sont vraiment au service de toute sa population, surtout quand les temps sont durs. L'analyse présentée ici est tirée du livre Homo Service, l'effondrement de la souveraineté humaine à l'ère numérique, un ouvrage coécrit par les docteurs Wahibah Melawi, Mubarkout Mohamed et Halima Melawi. Pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin, le livre est disponible sur Amazon, et pour plus d'informations, il y a aussi le site web www.homo-servus.org.